Moi, je me suis senti, le terme est un peu exagéré, mais appelé en fait. Comme si on était tous une composante de la nature et que la nature se défendait, quoi. Je pense qu'on était tous déjà réceptifs aux problèmes qu'il y avait avant, mais on était tous isolés. Et là, à ce moment-là, tu discutes avec plein de personnes différentes et tu te rends compte que ce que tu pensais individuellement, eh ben, c'est tout le monde qui le pense, quoi. Sauf que ça fait des années que tu le rumines, quoi. La priorité, c'était de trouver des solutions pour mieux vivre. Moi, j'ai reçu vraiment des grosses factures, en fait, et je me suis dit, peut-être, il y a un moment, il faudrait peut-être que je sois dans la rue comme les Gilets jaunes, quoi. Je me souviens que les premières choses qui m'ont surprise dans les manifs Gilets jaunes, c'est la rapidité du pas. Le déclic a été simple. Je suis allée sur le rond-point des Gilets jaunes, qui était à 500 mètres de chez moi. J'étais en difficulté financière plus que grande difficulté, et j'ai trouvé des oreilles. Je suis arrivé sur le rond-point pour discuter avec les Gilets jaunes, mais purs et durs, qui étaient restés vraiment plusieurs jours, parce que ça faisait quasiment 2 semaines qu'ils n'avaient pas quitté le rond-point autour d'un brasero et tout. Et là, j'ai une personne, en fait, une petite mamie, 80 ans, je pense, et elle m'a serré dans les bras. Elle m'a dit merci pour ce que vous faites. Et là, ça m'a choqué, mais je dis mais pourquoi ? Elle me dit, vous savez, ça fait des années que je me chauffe plus, je fais des poubelles. Elle m'a dit, il faut rien lâcher, monsieur et tout. Je me suis toujours dit que je descendais dans la rue pour la santé et l'éducation, en fait, et dès le début. Et je suis restée sur cette optique, et quand je vois maintenant, que j'avais carrément raison. J'y suis allé le 1er décembre, mais ce qui m'a vraiment fait l'élément déclencheur, c'était de voir une personne âgée se faire tabasser par la police. Et j'ai vu mon fils s'impliquer de plus en plus et prendre des risques. Tant et si bien que, donc sur le tard, finalement, moi j'ai décidé de rejoindre le Bloc Lorrain quand l'association était déjà constituée, mais j'ai décidé de les rejoindre par le biais du pôle médic. C'est pas parce qu'on va voter pour un tel tous les 5 ans qu'on a un pouvoir démocratique. Et ces manifestations-là, pour moi, elles étaient hyper fortes parce que on a fait peur au pouvoir, et clairement, c'était pour nous une possibilité de changer nos vies. Comme j'ai un gamin de 7 ans qui est à l'école en ce moment, j'ai pas envie que nos enfants subissent ce que nous on est en train de vivre en ce moment. Donc voilà, c'est la colère qui monte, et quand il y a une possibilité d'insurrection contre le gouvernement, contre l'État, contre les flics, et ben on y participe. Très rapidement, le choix politique qui a été fait entre avocats et militants anti-répression, c'était de dire on va défendre les Gilets jaunes. Le 14 juillet, notre fête nationale, on fête 2 choses. La Confédération, donc ça c'est plutôt la droite, et puis une manifestation illégale, quoi. Je veux dire, c'est quand même ça. Je sais pas si c'était historique, mais pour moi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à quelque chose comme ça. La France qui monte à Paris, en fait. Et pas la province comme ils le disent. La France qui monte à Paris. Et la France qui veut se faire entendre. Ma première manifestation à Paris, c'est un Parisien, un bourgeois parisien qui m'a dit il a 60 ans, il m'a dit écoute gamin, si vous voulez être entendu, faut tout retourner, faut tout brûler, parce que sinon vous serez jamais entendu. Et cette phrase elle est restée. La violence c'est la vie de tous les jours. La violence c'est la vie de tous les jours. Une personne qui n'arrive pas à se chauffer, les SDF, ça pour moi c'est la vraie violence. Les personnes à la rue, les gens qui n'ont pas de logement, ça c'est la vraie violence. On a des gens en fait qui n'arrivent plus à se faire entendre, qui aujourd'hui, ils ont essayé un peu tous les moyens de lutter. On leur rit au nez, littéralement, il se passe rien. S'il faut que ça bouge, il faut peut-être les faire réagir et il faut peut-être choquer un peu l'opinion publique. Quand on reçoit des coups de matraque, et on l'a vu dans une gilet jaune de chez nous qui s'est fait fendre la tête, une dame de 74 ans, un coup de matraque à Paris, elle avait une blessure ouverte à la tête, elle n'avait rien demandé à personne. Donc comment qu'on réplique à ça ? On donne des bons points, on donne l'argent
au flic qui a fait ça, on le récompense comment? On lui met une prime sur sa matraque, on fait quoi? On réplique. Moi, sur ce que j'ai vécu dans les manifs, j'ai constaté que les gens dits émeutiers n'étaient pas dangereux, en fait, déjà, pour commencer. C'est-à-dire qu'avant d'avoir pu être capable d'identifier qui étaient ces gens-là, on va dire, en ayant vraiment très peu de connaissances sur même les modes opératoires type Black Bloc et tout, moi je connaissais rien de tout ça. J'ai constaté que ces gens-là n'étaient pas violents à l'égard des manifestants, qu'ils n'étaient pas agressifs et qu'ils s'en prenaient en fait à des symboles, on va dire, très précis du capitalisme, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais pas pour la casse ou contre la casse, quoi. Je dis j'observe, et ce que j'observe, c'est que ces gens-là ne cassent pas les petites boutiques, quoi. Ils s'en prennent pas aux boulangeries, ils s'en prennent pas aux boucheries, aux petits commerçants. Et manif après manif, je vois que ces gens-là cassent des choses très précises. Voilà, des banques, des sociétés d'assurance. Donc à un moment donné, moi, effectivement, quand je vois qu'on parle de casseurs, j'ai envie de dire mais soyons précis sur les termes, en fait, quoi. On pourrait limite parler à la limite de technique de sabotage, quoi. Le discours qui tend à dire les gilets jaunes, enfin le mouvement a été volé par une partie des casseurs, c'est un discours archi-classique du pouvoir, qu'on retrouve, enfin je veux dire, on le retrouve même au 19e siècle, qui court pendant tout le 20e et notamment depuis les Gilets jaunes, qui est un discours qui d'ailleurs parfois est un peu tend à m'énerver parce qu'il peut être même repris par des milieux dont on est plutôt proche. Attaque a pu avoir des discours au début, au moment des haltères sommets, etc., des discours très négatifs contre le bloc, avec toujours cette idée que ça casse la manifestation, ça empêche de porter les vraies idées. Enfin, en même temps, le problème, c'est que vu le théâtre médiatique, quand il n'y a pas de violence à la fois des manifestants et de la police, de toute façon, ils ne parlent pas des manifestations. Donc, tout ça est super compliqué, mais on peut le retrouver assez largement, ce type de discours. Après, là, c'est plus une... Moi, j'adhère pas à ce type de discours. Je pense que... Puis surtout, je pense que la vraie responsabilité, elle n'est pas sur, oui, peut-être un groupe de casseurs qui, à un endroit... aurait pu à ce moment-là ne pas le faire parce que connaissant la réaction de la police, ça risquait d'entraîner des violences ailleurs. Et le problème, c'est les violences. Enfin, après, Mais en fait, on focalise sur un responsable pour oublier de voir les autres d'une certaine façon. Ce qui va entraîner aussi cette violence des Gilets jaunes, c'est que ça fait longtemps que les manifestations bien encadrées, bien dans les règles, sont traitées par le mépris, par le pouvoir. Donc, à partir de là, il y a cette sensation qui fait partie de la culture politique anarchiste, mais qu'on a retrouvée dans les Gilets jaunes. Et c'est marrant parce que je viens de l'entendre aussi d'un Corse qui disait, en fait, il n'y a que la violence qui fait qu'on obtient quelque chose. Mais ça, le pouvoir en est responsable, parce qu'en fait, quand il y a un mouvement qui n'est pas violent, il ne lâche rien. Il a réduit le citoyen à n'être plus qu'un électeur tous les 5 ans, et le reste du temps, comme si on ne pouvait plus du tout agir. Donc dans ce contexte, le recours à la violence, il est en fait encouragé par le fait que le pouvoir ne prend pas en compte les mouvements sociaux qui s'opposent à lui et ne joue pas le jeu qui devrait être le sien de la discussion sociale et de l'échange. Enfin, je sais pas, il y a un terme meilleur, c'est pas discussion ni échange social, mais le dialogue social, voilà. Bon, il n'y a plus de dialogue social, donc quand il n'y a plus de dialogue social, on peut expliquer que des gens aient recours à un répertoire d'action qui est plus violent, quoi. Quand tu subis du coup la violence en manif des flics, tu te dis c'est un... Il y a vraiment quelque chose qui se casse à l'intérieur quand même, quoi. Là, tu réalises qu'en fait l'État n'est pas là pour protéger ses citoyens et qu'il protège la marchandise, quoi. Il protège la marchandise, il protège les vitrines, mais il protège pas la mamie qui est à côté de toi des gaz qu'elle est en train de respirer, quoi, tu vois. Je suis pas pour casser. Sauf si c'est du capitalisme. Une bonne partie des manifestants avec qui j'étais étaient même plutôt satisfaits de voir le Fouquet's brûler ou de voir même les vitrines complètement détériorées. Moi, ça m'a pas choquée. Et non, pas du tout.
J'ai trouvé ça, en fait, si vous voulez, je me souviens que même à la fin de la journée, on était plutôt satisfait de cette manifestation. On était plutôt contents, parce que là, on savait qu'on avait marqué le coup. Le 14 juillet, notre fête nationale, on fête deux choses. La Confédération, donc ça c'est plutôt de la droite, et puis une manifestation illégale, quoi. Je veux dire, c'est quand même ça. Donc il y a un moment où on y revient. On y revient. Ce qui est très très curieux dans notre époque, c'est qu'on a un rapport à la violence qui n'est plus du tout celui des années 70, pour reprendre peut-être les périodes les plus... où la tolérance à la violence était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, de part et d'autre, ça n'est plus supporté, sauf paradoxalement, l'État a réussi à vendre sa violence. Et là, je pense qu'il faut qu'on s'interroge, voilà, tous ceux qui réfléchissent à ça, qu'on s'interroge sur comment l'État a réussi à vendre le fait qu'il pouvait être aussi violent en toute impunité. Parce que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, au moment où vous sortez votre film, c'est que non seulement on a eu les effets physiques, mais maintenant on a la réplique sismique, ce sont les instructions, les condamnations, et plutôt les non-condamnations, les non-lieux des policiers. Et là c'est un vrai problème. Les Gilets jaunes, effectivement, ont rencontré, pour la première fois, cette violence. Violence policière, violence judiciaire. Violence policière à travers, on l'a dit, l'usage d'armes, dont certaines sont catégorisées comme armes de guerre et dont on sait qu'elles peuvent mutiler, c'est-à-dire faire perdre un œil, faire perdre une main, faire perdre un pied, et violence judiciaire. La violence judiciaire, c'est le fait qu'on puisse être privé de sa liberté d'aller et venir, sa liberté de manifester, par la police avec l'accord de la justice. Mais ça veut dire aussi qu'on puisse être jugé, qu'on puisse être envoyé en prison par l'autorité judiciaire. Et donc, ce niveau de violence judiciaire, de répression, était absolument inenvisagé, voire même d'une certaine manière inenvisageable par les Gilets jaunes. Et donc, ils ont été confrontés à ça extrêmement rapidement. C'est-à-dire que lors des premiers actes, troisième, quatrième acte, le quatrième acte des Gilets jaunes, c'est le 8 décembre, qui fait suite au 1er décembre, au cours duquel la bourgeoisie s'est dit que le régime allait s'effondrer, ou quasiment. Enfin, il y a eu des récits qui ont été faits dans la presse depuis lors et qui ont fait état de cette espèce de grande peur un peu fantasmée de la bourgeoisie, parce que tout d'un coup, il y avait des manifestations dans les beaux quartiers de Paris, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et donc, à la suite du 1er décembre de l'acte 3, il y a eu un choix de politique pénale et de maintien de l'ordre qui a été fait et qui s'est révélé la semaine suivante, le 8 décembre, choix de politique pénale dans lequel la justice a été embarquée, l'autorité judiciaire a été, d'une certaine manière, instrumentalisée par le pouvoir politique pour permettre la répression du mouvement des Gilets jaunes. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait à travers le choix d'embastiller, de placer en garde à vue des centaines et des centaines de manifestants interpellés de façon préventive, c'est-à-dire pour beaucoup avant même le début de la manifestation, selon des modalités juridiques et techniques qui ont déjà été exposées à maintes et maintes reprises. Mais donc ce choix-là, le 8 décembre, on se retrouve avec des centaines, voire un peu plus de 1000, entre 900 et 1100 interpellations et gardes à vue, j'ai plus les chiffres exacts en tête, pour lesquels l'immense majorité de ces personnes seront remises en liberté sans aucune suite. Donc les Gilets jaunes qui se retrouvent en garde à vue se disent « mais ça va pas. Je suis allé manifester, exercer un droit dont on me dit que c'est un droit fondamental en démocratie, et je me retrouve privé de ma liberté, je ne peux pas vaquer à mes occupations, exercer ma liberté de manifester. » Donc il y a eu une forme de stupeur, d'autant plus que parallèlement à ça, certains et certaines des Gilets jaunes étaient renvoyés immédiatement en jugement, en comparution immédiate, et certains et certaines d'entre eux étaient envoyés en prison. C'est-à-dire que moi j'ai défendu des Gilets jaunes qui sont allés en prison. Et alors là, c'est la violence judiciaire ultime.
qui puisse être exercée contre des manifestants, des manifestantes, et d'ailleurs pas que contre des manifestants, mais c'est l'enfermement, le milieu carcéral, évidemment, le bout de la chaîne pénale. Donc ça, on l'a vu. Ensuite, il y a eu donc finalement cet apprentissage de la répression. Et donc les gens se sont rendus compte, finalement, les institutions dans lesquelles on avait une forme de foi, de respect, etc., sont des institutions extrêmement critiquables. Les audiences des Gilets jaunes, que ce soit à Paris ou ailleurs, parce qu'on s'est beaucoup déplacé avec le collectif, on voyait les personnes jugées, mais également leurs proches, c'est-à-dire leurs familles, mais également leurs amis. Parfois, on avait tout un rond-point qui venait dans la salle d'audience. Donc c'est très agréable aussi, c'est-à-dire qu'on voit un grand nombre de gens qui sont jugés, ils sont soutenus, etc. Donc ça, c'est très fort. Ça politise aussi ce moment de justice. Et donc les proches se disent, mais souvent ils sortent de là, ils disent, mais moi j'ai jamais mis le pied dans un tribunal, mais comment est-il possible que ce juge, que ce procureur parle ainsi à mon ami, à ma copine, qui est jugée, qui est dans le box? Et souvent ce qui était frappant pour ces gilets jaunes était de voir le mépris, pas toujours, hein, mais souvent une forme de mépris, de condescendance de classe de la part de certains magistrats à l'endroit des personnes qui étaient jugées dans le box. Nous voulions marquer aussi le coup pour les familles, qu'elles ne se sentent pas seules, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi de la solidarité. Donc on fait un petit lancer de lanterne, un J et un G en lumière pour qu'ils voient que on est là, on les soutient et qu'on continuera à se battre pour qu'on ait tous le droit de pouvoir continuer à être libre et de penser ce que nous avons le droit de penser. Oh, qui sait qu'on a un beau et qu'il n'y a plus de suite? C'est grâce à ton fils. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Du coup, j'ai été arrêtée à l'acte 6, donc j'ai pas fait tant de manifs gilets jaunes que ça, voilà. Et c'était donc une manif qui partait d'Opéra, je crois. On commence à être gazé, etc. On prend la tangente sur le quai de Corse à droite pour échapper au gaz. Et en fait, là, il était 14h, 15h. On venait de marcher pendant plus de 3 heures. Du coup, on était un peu crevés. On s'est dit, bon, on rentre. Et au moment où on range nos gilets jaunes pour partir déjeuner, on voit 2 grands malabars s'avancer vers nous et là, je comprends que c'est 2 flics. Mon copain Roméo se fait arrêter et moi, dans la panique, j'essaye de rebrousser chemin, etc. Et je suis rattrapée par derrière par un flic qui me fait une clé de bras comme ça, qui me soulève au sol. Et dans la panique, je prends mon gilet jaune, je sais pas, c'est un geste un peu absurde et qui va me poser beaucoup de problèmes durant le procès. Je prends mon gilet jaune et je le balance dans la Seine. Et là, le policier m'arrache comme ça, me pose par terre et voilà, on est arrêté. Le flic dégaine sa fiche de garde à vue, coche au pif les cases en fait, et nous dit voilà, vous êtes en garde à vue, on va vous emmener au commissariat de Sainte-Geneviève et voilà quoi. On essaie de discuter, il n'y a rien à faire. Moi, on me traite de pute, que je suis moche, que mon ami italien, c'est un italien de merde, voilà. Donc on se fait emmener dans le panier à salade, et dans le panier à salade, les flics nous demandent, sont hyper curieux, ils sont comme ça. Ah alors, toi, t'as amené ton ami italien tu l'as recruté dans le Black Bloc international. Je fais... c'est vraiment, il y avait tous les fantasmes de la police voilà, sur Black Bloc, etc. Donc il doit être 16h, on est amené au commissariat
Et là, on passe en tout 55 heures de garde à vue. Et les 6 premières heures, on n'a pas le droit de boire. Et au tribunal, on apprend que nos infractions sont les suivantes. Alors, participation à un groupement en vue de préparation de violences contre les personnes et destruction ou dégradation de biens. Et la deuxième faute c'est violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. La seule preuve qu'ils prennent, c'est un témoignage d'un flic qui dépose qu'il nous a vu jeter des palets de lacrymogènes qui avaient été envoyés d'abord par les forces de l'ordre et qu'on les a renvoyés sur les flics, quoi. Le témoignage est fait par un policier qui s'appelle Monsieur Noël. On est quand même le 24 décembre, du coup c'est pas ça s'invente pas, quoi. Et en fait ça repose que sur ça, parce qu'ils ont analysé les caméras, ils nous ont pas vu jeter quoi que ce soit sur la police. En fait toute la base du jugement c'est sur ce témoignage de flic qui est, d'après la juge, inattaquable parce qu'un policier est un professionnel et que donc il ne peut pas se tromper sur ces affirmations-là. Et ma parole contre la sienne équivaut à rien. Bon, déjà, le jugement était totalement ubuesque parce que, en fait, la seule preuve aussi qu'ils ont... Enfin, la seule chose qui les dérangeait dans mon acte au moment de l'interpellation, c'était d'avoir jeté mon gilet jaune. Et pour la juge, c'était comme un aveu en fait de ma faute, d'une faute qu'ils ont inventée, parce que je n'ai rien jeté sur la police, voilà. Et donc elle m'a vraiment questionnée uniquement sur ça, c'est-à-dire pourquoi vous vous êtes débarrassé de votre gilet jaune. Vous aviez quelque chose à vous reprocher si vous l'aviez jeté dans la Seine, c'est que vous aviez fait quelque chose. Avouez que ce n'est pas normal. Par exemple, elle me pose des questions comme ça. Est-ce que vos parents vous ont normalement éduqué ? Ils vous ont sûrement appris que lorsqu'on ne commet aucune infraction, on n'a absolument aucune raison d'avoir peur des forces de l'ordre qui sont là pour protéger les citoyens, toute la morale. Puis elle avait un ton tellement ironique, tellement méprisant de moi, de comment j'ai agi. Au final, la procureure déjà demande 6 mois ferme d'emprisonnement. Et au final, ce sera pour moi 2 mois de sursis, pour mon camarade italien 2 mois de sursis aussi. Et moi, en plus de ça, j'écope d'une peine de... Attends, je prends la note exacte. Le tribunal m'inflige à titre complémentaire une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans. C'est-à-dire que j'ai plus le droit de vote, j'ai plus le droit, par exemple, mes droits de famille déchus, ça veut dire que j'ai plus le droit d'adopter d'enfants. Si j'ai un enfant, je serai supposément... il y aura une enquête, ça veut dire que ma vie de citoyenne est inexistante. Je ne suis plus citoyenne française pendant 3 ans. Depuis le 17 novembre, du plus petit village du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous nous révoltons contre la vie chère, la précarité et la misère. Nous voulons pour nos proches, nos familles et nos enfants vivre dans la dignité. 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est inacceptable. Partageons la richesse et pas la misère, finissons-en avec les inégalités sociales. Nous exigeons l'augmentation immédiate des salaires, des minima sociaux, des allocations et des pensions, le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l'éducation, des services publics gratuits et pour tous. Ceux qui ne sont rien, comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l'argent. C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la liberté. Voilà ce que nous voulons. Ça part de la base. Avant,
J'étais comme beaucoup de monde, parti politique, droite, gauche, voilà, centre et ceci et cela, quoi. Et ce que j'ai appris ici, qu'en fin de compte, parce que moi, quand je suis arrivé aux Gilets jaunes, c'était apolitique. Et quand j'entendais parler de démocratie, de mairie, de ceci, cela, ça m'est arrivé de dire en Angers, oui, on ne fait pas de politique, nous, Gilets jaunes. Non, on ne fait pas de politique. Et puis on a fait le RIC. Et on a fait le RIC, 3 jours après, ou quelques jours après, on se faisait démonter la cabane. Et puis, c'est le maire qui a dit, c'est pas les gens de Commercy qui décident, c'est moi. Et puis j'ai vu des RIC ailleurs en France que j'ai suivis sur les réseaux. Et c'était la même chose, en fin de compte, il se passait les RIC, mais les élus qui étaient en place ne voulaient pas en entendre parler. Donc quand on a commencé à parler de démocratie directe et de faire du municipalisme, et que c'était de reprendre le pouvoir à la base, je me suis dit, ils ont raison. Parce que quelque part, on ne peut pas prétendre à être président municipaliste parce que ça serait louche, mais reprendre le pouvoir à la base dans les communes, ils avaient raison. J'étais impliquée à la cabane, mais pas... J'étais assez passive au début, parce que j'étais assez timide. J'étais aussi dans la difficulté et je voulais que personne ne le sache. Donc, je ne disais rien. Mais ma meilleure amie Emmanuelle l'a su, elle le savait, elle le voyait. Parce que j'ai refusé 2-3 fois d'aller en manif parce que je mangeais pas, ou très peu. Donc, j'avais peur de tomber dans les pommes ou quoi que ce soit, donc je voulais pas aller en manif. Et ils m'ont fait un super cadeau. J'ai eu à manger pendant 2 mois. 2 mois. À manger, du savon, tout, pendant 2 mois. Et dès qu'il y avait quelque chose, c'est pour Karine. J'étais pas toute seule, hein. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui étaient dans la difficulté. Mais ça m'a touchée, mais toujours, ça me touchera toujours. Et là, j'ai eu une famille. Et quand le maire a détruit la cabane, à lui, je lui en veux à mort. Hein. Je lui en veux. Et puis, il y a eu les municipales, j'ai pas voté pour lui, faut pas rêver. Je lui en veux à mort, parce qu'il n'a pas compris que c'était un endroit où il y avait de la solidarité. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément gilets jaunes, qui venaient, qui étaient en difficulté, et on les aidait aussi. On avait une petite cabane, c'était notre lieu de rencontre, de discussion, de réunion, de désaccords, d'accords. En fait, tous les jours, c'était des sujets de discussion qu'on mettait à l'honneur. On n'était pas d'accord, on se prenait la tête, on débriefait pendant je ne sais pas combien de temps. Ça a été hyper compliqué et dedans, il y avait aussi le système où on ne voulait pas être récupéré à droite et à gauche. On faisait attention à tout ça. Même les personnes qui voulaient, qui nous invitaient, on étudiait avant. Et en plus... Les personnes qui, à la base, avaient du mal à parler, au fur et à mesure, sont libérées. Et à la fin, on va dire à Commercy, tout le monde osait parler. Ce qui n'était pas le cas au début, c'était plutôt ceux qui avaient des facilités qui parlaient. Alors qu'à la fin, tout le monde parlait, tout le monde donnait son avis. Et c'était vraiment génial, c'était vraiment des échanges géniaux, même si c'était souvent... ça chauffait souvent parce qu'on n'était pas d'accord. Et voilà, que c'était beaucoup... mais on arrivait quand même à un résultat. À la fin, on était unanime, quoi. Moi, je me souviens que j'avais envie de partir de Commercy avant le mouvement des Gilets jaunes. Et à partir du moment où il y a eu la cabane, je trouvais que c'était la plus belle place du monde. Enfin, je partais en vacances ou autre, je revenais ici, je faisais un détour pour voir la cabane. C'était pas la cabane en elle-même qui était affreuse. Enfin, c'était une cabane en palette, toute biscornue. Mais c'était un endroit où on retrouvait... tout le monde pouvait venir. Tout le monde pouvait prendre un café, discuter, participer à l'assemblée. Cette cabane, donc, elle a fait beaucoup pour beaucoup de gens, en fait. Ouais, c'était, autant nous, c'était la réunion tous les soirs et tout, donc quand j'étais dispo et pas au travail, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvaient, et cette convivialité, cette solidarité qui se mettait en place, quoi. Cette maison où tout le monde pouvait venir parler, et où réellement, toutes sortes de gens, de milieux différents, qui venaient et se rencontraient, même je dirais même sur des avis même politiques très différents. C'était vraiment, même il y a même eu des moments, je trouvais où des personnes avec des idées totalement différentes où on réussit à s'accorder, quoi. C'est ce que les Gilets jaunes ont très bien compris. Et c'est pourquoi ils sont en position de faire l'histoire. D'une certaine manière, Monsieur Macron, vous ne cessez de les y inviter.
en embastillant un jeune homme qui joue du tambour, en laissant votre police écraser à coups de botte les lunettes d'un interpellé, ou violenter des gilets jaunes en fauteuil roulant, monsieur Macron, en fauteuil roulant. Vous fabriquez des images pour l'histoire, et vous appelez vous-même le grand vent de l'histoire. Vous et vos semblables, qui vous en croyez la pointe avancée, il se pourrait que vous finissiez balayés par elle. C'est ainsi, en effet, que finissent les démolisseurs en général, car c'est ce que vous êtes, des démolisseurs. Vous détruisez le travail, vous détruisez les territoires, vous détruisez les vies, et vous détruisez la planète. Si vous n'avez plus aucune légitimité, le peuple, lui, a entièrement celle de résister à sa propre démolition. Craignez même que dans l'élan de sa fureur, il ne lui vienne à l'idée de démolir ses démolisseurs. La démocratie, voire la démocratie sociale, elle ne s'est pas faite par la voie de la réforme, elle s'est faite par la voie de la révolution. C'est notre histoire, hein. Donc et c'est difficile sans doute pour ceux qui sont... Mais de toute façon, en général, les révolutionnaires des révolutions du passé, hein, une fois qu'ils étaient en place, ils devenaient conservateurs, parce que la révolution s'est remplacée un ordre par un autre, mais quand l'autre ordre arrive en place, hein, il est conservateur de son propre ordre. Donc les révolutions libérales du début du 19e siècle, une fois qu'elles ont installé leur ordre libéral et qu'il y a les démocrates sociaux qui arrivent derrière en disant vous nous avez un peu oublié les gars, on ne pourrait pas continuer à renverser la table pour que ça soit pour bien aussi pour nous. Les libéraux deviennent conservateurs. Pour regarder aussi ce qui commémore sur la Révolution française, 89, pas de problème, 93, ça coince un peu plus. Pour l'instant, j'ai pas vu de commémoration officielle, ni du maximum, ni... c'est la prise de la Bastille, ok, parce que voilà, fallait quand même faire tomber le roi, hein, pas exagérer, mais d'ailleurs le roi tombe pas à ce moment-là, mais enfin disons l'arbitre est royal, donc ça c'est accepté. Sur la commune, je pense qu'il faut se méfier d'une tendance militante à vouloir obtenir des gains politiques à travers l'utilisation du droit et de la justice. C'est-à-dire, je pense que moi, les combats politiques, ils se mènent pour l'essentiel en dehors des tribunaux. C'est-à-dire que dans les tribunaux, on peut mener un combat politique en réponse à une attaque qui nous est faite, qui est souvent une attaque qui elle-même est aussi une attaque politique. Et je pense que face à la justice qui essaye de dépolitiser les actions militantes des Gilets jaunes notamment, notre rôle aussi est de dire en réponse que le procureur qui poursuit mène lui aussi une action militante politique lorsqu'il fait le choix de poursuivre des Gilets jaunes dont il pense qu'ils ont commis des infractions. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout illégalisme, du moins tout illégalisme des classes populaires, est vécu comme une agression insupportable à l'endroit de la République et des institutions. Historiquement, il y a toujours eu une forme de tolérance aux illégalismes dans les luttes sociales. Jusque dans les années 80, il y avait même des lois d'amnistie qui étaient votées très régulièrement à chaque fois qu'un président de la République était élu ou qu'il était réélu, loi d'amnistie qui visait notamment les délits commis dans les cadres politiques ou syndicaux. Donc il y avait une forme de tolérance, c'est-à-dire que finalement l'État se disait qu'on ne pouvait pas lutter, pour reprendre ce terme, sans à un moment donné être un peu, comment dire, à la marge. Ce que les Gilets jaunes, enfin ce qui est arrivé aux Gilets jaunes a démontré, c'est une violence physique, une violence qui mutile, qui frappe les corps. Et aujourd'hui, on a une autre violence qui est celle du règne de la reconnaissance faciale, de la délation, du tracking, du QR code, avec une servitude volontaire quand même. Et donc là, en effet, là on est mal. Hein. Je veux dire, là, on est quand même très, très mal. Maintenant, la liberté finit toujours par triompher. Donc moi, c'est quand même ça qui me rend toujours souriant, si tu veux. C'est, voilà, la liberté finit par triompher. On porte
par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés nos deux corps, s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés. Pour moi, c'est des moments vraiment très joyeux parce que autour de la barricade, avec des milliers de personnes, tout de suite, on sent qu'on a un pouvoir en fait. Le pouvoir de la masse se forme et tout de suite, on sent qu'on peut aller au bout de quelque chose de révolutionnaire, quoi. Pour ça qu'on restait aussi, quoi, on va pas se mentir, quoi. Des gens qui se révoltent et qui sont tristes et qui sont juste sur des revendications sans joie, sans... Enfin, tous les affects joyeux, effectivement, de la révolte, on les trouvait chez les Gilets jaunes, et c'est ce qui fait que je pense que les gens retournaient effectivement le samedi manifester, quoi. Mes neveux étaient très fiers de moi. Ils étaient fiers de le dire à l'école qu'ils avaient leur tata qui était gilet jaune. Au travail, c'était pas la même chanson. On me regardait un petit peu un regard accusateur. Je cautionne la casse, je cautionne tout ça. Voilà. Je ne saurais pas expliquer, on va dire, pourquoi il y a eu autant de joie plutôt que, je sais pas, de pesanteur par rapport à l'existence de tous ces gens, quoi, qui voilà, au fil des manifestations te racontent ce qu'ils vivent, et je peux pas expliquer pourquoi il y avait autant de joie et si peu de pesanteur, mais pour moi ça tient un peu du miraculeux, quoi, et j'ai pris, quoi, j'ai accueilli sans bien réfléchir au pourquoi. Après, je pense que c'est probablement aussi le propre de la lutte, quoi. Je pense, quoi, le fait que soudainement on sort de notre carcan quotidien où on se parle pas, on est refermé, et soudainement on peut parler, on peut s'exprimer, on peut s'ouvrir à des gens qu'on connaît pas dans la rue, quoi. Enfin, ça, c'est un truc qui était assez incroyable, hein, qui m'a marqué. C'est des gens que tu connais pas et puis qui réagissent à un truc, et puis tu te mets à parler avec eux et puis ils te racontent leur vie, en fait, quoi. Et je pense qu'il y a des gens, ouais, qui se sont fait des psychothérapies en manif, quoi, en parlant avec des inconnus, et parce que tu peux parler à un inconnu, que ça fait du bien, quoi, parce qu'il va pas te juger. Et je pense que, ouais, il y a tout un tas de raisons qui faisaient que les gens retournaient manifester, parce que c'était joyeux, parce que c'était drôle, parce que tu peux te confier à un inconnu, parce que tu peux vivre un moment tendre, en fait, avec un inconnu, et que la tendresse, on en a besoin, qu'il n'y a pas de tendresse au quotidien. Tout est violent, le métro, c'est violent, les sans-abri, sentir impuissant, c'est violent, et c'est d'abord violent pour eux, bien évidemment, mais le travail, c'est violent, enfin, tout est violent, en fait, quoi. Et soudainement, t'as des gens qui t'écoutent, qui te jugent pas, et ça, ouais, forcément, je pense que ça crée de la joie et puis l'envie d'y retourner, quoi. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus debout. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, je ne veux pas laisser un monde comme ça à nos enfants, forcément. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir.
mais sans la tendresse, l'amour ne sera rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. J'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici, mais crache à la gueule de Macron. On n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'ira pas plus loin. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous pouvez... Parce qu'on me rend heureux, tous nos chagrins s'effacent. Emparez-vous du champagne et qu'on picole et qu'on rigole. Mon Dieu, C'est le sortant. dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Je pense que c'est une victoire, qu'on le veuille ou non, quoi. Et ça, ils pourront pas nous enlever ce qu'on a vécu, en fait. Et donc, c'est à nous, du coup, de documenter, de raconter, par contre, aujourd'hui, le plus possible, tout ce qui a été vécu pour pas que ça se perde, effectivement, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vécues, quoi, tout simplement. Soudainement, si je puis me permettre, j'étais fier d'être français, quoi. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, effectivement, ce qui est écrit sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, c'était incarné par des gens dans la rue, quoi. Et que même quand un gilet jaune chante la Marseillaise, quoi qu'on puisse penser de ce chant, c'est beau, en fait, quoi. Il se demandait que ce qu'on nous a appris à l'école, toutes les valeurs qu'on nous a transmises par rapport à la République française, soient appliquées au pied de la lettre. Liberté, égalité, fraternité. Moi, je suis contente d'aller dans la rue, personnellement, et je suis contente de montrer que je suis pas contente. Alors, même si ça avance pas, même si les gens me disent « ça sert à rien », je veux dire, le seul moyen, c'est de montrer qu'on n'est pas content, c'est d'aller dans la rue. Que ce soit pacifique ou pas pacifique, il y a des vitesses pour tout le monde. Tout le monde peut trouver sa place dans une manif. Vous n'êtes pas obligé d'être déter, ni pacifique, vous pouvez être entre les deux. Il y a des chemins pour tout le monde dedans. Il faut juste accepter que tout le monde n'aille pas à la même vitesse et aller dans les manifs, quoi. Aller tout le monde dans la rue. La suite logique, c'est qu'on reste bien l'épine bien plantée dans le pied, puis qu'on l'enfonce encore un peu plus profond, que ça pique encore plus. Hein, contre vent et marée, parce que quand on parle, moi je parle à une assemblée et tout ça, je pose toujours trois questions, c'est toujours les mêmes. Qui je suis? Moi je suis Franck Dovez, Papy Larage, j'ai tel âge, bientôt 70 ans. Qu'est-ce que je fais dans le mouvement et qu'est-ce que je propose? C'est très simple, c'est très simple. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, encore on m'a dit « ce que vous faites, ça ne sert à rien ». Moi, je rétorque toujours « qu'est-ce que ça sert de rien faire ?» Entre rien faire qui ne sert à rien et faire quelque chose qui ne sert à rien, je préfère encore faire quelque chose qui ne sert à rien que rien faire. Les gens, au lieu d'être sur votre Facebook, TikTok, je sais pas quoi, là, descendez dans la rue et allez voir ce que c'est. Parce que c'est facile de critiquer derrière un clavier, mais descendez, et puis après vous verrez ce que c'est. Les jaunes, c'est quelque chose qui ne sera pas oublié de sitôt, qui va marquer des générations, qui sera transmis de génération. Et donc, justement, cet affranchissement des règles, des espaces, des heures, des rythmes, elle va se retrouver. Donc ça, il y a aussi eu un moment où, en fait, les conséquences physiques sur les manifestants étaient trop fortes. Ces conséquences étant évidemment de la responsabilité du pouvoir, mais elle était trop forte pour que ceux qui organisaient un tant soit peu continuent à s'en affranchir. C'est-à-dire qu'on leur a rappelé les règles à coups de LBD, de grenades et de lacrymo. Donc, c'est sûr qu'après, on a plus envie de les suivre. Enfin, c'est pas une question d'envie. Il y a un moment, il faut protéger ces manifestants, quoi. En fait, il va y avoir deux récits. Il va y avoir le récit des Gilets jaunes, et il sera intéressant de le suivre, de l'écouter, et de voir comment il va cheminer dans les espaces dans lesquels il va cheminer, ce qui pourront être la famille, ce qui pourraient être les cercles de sociabilité qui sont nécessairement créés plutôt sur les ronds-points, dans les assemblées, etc., ou dans les groupes de Gilets jaunes
plus de quartiers, hein, comme les Gilets jaunes de Belleville, ou etc., où là, il y a une mémoire qui va circuler, qui va d'ailleurs évoluer, comme toute mémoire qui passe le temps et qui évolue. Et puis la mémoire qui va circuler dans d'autres milieux, dans ceux qui ont vu les Gilets jaunes uniquement à travers la télé. Donc il va y avoir plein de choses. Et plus tard, quand un chercheur ou une chercheuse reprendra ça un peu, d'abord il y aura des sociologues, des politistes qui vont le faire, et puis ensuite quand les historiens s'y mettront, en ayant d'ailleurs accès à des sources que pour l'instant les chercheurs n'y ont pas accès, c'est-à-dire que quand on ouvrira les archives policières et tout ça, et qu'on aura accès à tout ça, peut-être on découvrira des choses ou on comprendra des choses qu'on avait moins compris sur le moment, quoi. Je suis absolument pas du tout optimiste. Par contre, l'espoir. Ouais, l'espoir qu'un jour les choses changent. Oui. Et si je peux, évidemment, je mettrai ma pierre à l'édifice. Parce que c'est important. Et surtout, je pense aux générations futures encore. Ok, on est jeunes, mais on a encore de belles choses à voir et à faire. Je pense que tout est possible. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais ça reviendra. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce régime a tenu grâce à sa police et sa justice? Est-ce que s'il n'avait pas fait ce choix de répression, le régime serait tombé? Ce qui est sûr, c'est que ce régime a fait ce choix, qui est un choix de répression massive, y compris au mépris du droit. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a eu des illégalismes qui ont été commis par la police à de nombreuses reprises au cours du mouvement des Gilets jaunes, de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Je peux donner un exemple qui peut paraître insignifiant. C'est le fait que, par exemple, il y avait des fouilles. Les Gilets jaunes étaient fouillés dans leurs sacs, leurs voitures, etc., en amont des manifestations. Et pendant longtemps, ces fouilles ont été réalisées par des policiers qui n'avaient pas le droit de le faire. Mais ce choix illégal a été fait, à un moment donné, par la préfecture de police de Paris, notamment, parce que, moi c'est mon hypothèse, qui semble vérifiée par les faits, mais c'est mon hypothèse, parce qu'ils ne disposaient pas de suffisamment d'officiers de police judiciaire, comme on les appelle, qualifiés au sens de la loi, permettant de procéder à ces fouilles-là. Donc on ne peut pas tenir un discours qui consiste à dire le moindre illégalisme, c'est la garde à vue, puis éventuellement la comparution immédiate, etc., et de l'autre côté, l'État qui lui aussi fait le choix de ne pas respecter la loi. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit est, le signifiant état de droit, le sens de l'expression état de droit est complètement dévoyé. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, des membres du gouvernement ou des politiciens de la majorité vont exprimer la notion d'état de droit, ils vont dire « les Gilets jaunes ne respectent pas l'état de droit ». Ils vont dire, en fait, c'est juste une manière de dire les Gilets jaunes commettent des infractions et ne respectent pas la loi, points sur lesquels on peut discuter. Mais moi, je dis que commettre une infraction, c'est-à-dire par exemple, effectivement, jeter un caillou sur un policier, c'est effectivement une infraction pénale. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas une violation de l'état de droit. C'est une violation d'un article du Code pénal qui punit d'une peine ce fait-là. On en discute devant un tribunal, on voit si la personne est coupable ou pas, mais ce n'est pas une violation de l'état de droit. L'état de droit, c'est le fait que l'État doit respecter le droit et la loi. L'état de droit, ce n'est pas le fait que les citoyens doivent respecter la loi, c'est le fait que l'État doit la respecter. Mais donc moi je pense que c'est important de le souligner parce qu'on a notamment un régime dirigé par Emmanuel Macron, régime et président qui se disent libéraux. Libéraux au sens qu'ils respectent les libertés. Moi, ce que je constate, et ce que j'ai constaté pendant ces 5 années-là, mais on pourrait même dire aussi un peu avant, c'est que ce régime n'est pas un régime libéral au sens des libertés. Alors, sur le plan économique, c'est une autre histoire, mais ce régime est, selon moi, un régime autoritaire. Alors, on va me dire, oui, mais non, les régimes autoritaires, c'est la Russie, c'est la Corée du Nord, etc. etc. Moi, je dis, ce régime est un régime autoritaire au sens où il repose sur l'exercice de l'autorité, sur l'exercice de la répression, parfois et souvent de façon illégale, pour réprimer des gens qui ne sont pas d'accord avec lui.
Donc lorsqu'on réprime des opposants politiques, lorsqu'on fait le choix de le faire de façon illégale, je pense qu'on commence à rentrer dans les critères de ce qu'on peut appeler un régime autoritaire. Maintenant, ce qui va rester pour nous, avocats, avocates, c'est l'expérience aussi de la manière dont des procureurs, des policiers peuvent se mettre en ordre de bataille pour embastiller des centaines de personnes dans le cadre de manifestations. Et ça, c'est des techniques policières et judiciaires qui, me semble-t-il, vont rester, qui existaient déjà beaucoup dans les années 60-70, au lendemain de 68, etc. On a trouvé un historique assez important de ce type de technique-là, mais c'est revenu, je pense, avec le mouvement des Gilets jaunes, et c'est des choses qui vont rester. Ensuite, moi j'espère que ce qui va rester entre nous, c'est une forme de solidarité, entre avocats, entre militants, l'apprentissage de techniques de défense, et que ça va permettre de rester et aux mouvements sociaux d'être plus forts aussi face à la répression. Moi, je pense dans un futur proche, pour qu'il y ait des séquences émeutières et insurrectionnelles, au fait, il faut qu'il y ait tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire que ce soit le gars qui vit dans sa petite campagne tranquillement et le gars qui vit dans son quartier. Parce qu'attention, beaucoup disaient oui, les quartiers ne sont pas sortis parce que y a leur trafic et tout. C'est pas tout le monde qui deal dans les quartiers, il faut arrêter. Il y en a, ils touchent le RSA, le 10 du mois, ils n'ont plus rien. On va revenir au vrai sujet. Si tu veux vraiment que ça pète, il faut qu'il y ait les quartiers avec. S'il n'y a pas les quartiers, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Mais s'il y a les quartiers, il faut qu'il y ait un soutien juridique derrière. Il faut qu'il y ait un soutien politique. Il ne faut pas qu'on soit lâché à la vindicte populaire comme en 2005. C'est un peu comme les martyrs chrétiens durant l'époque romaine, quoi. Ils sont lâchés au lion, allez, faites-vous bouffer, c'est bon. Mais ouais, pour que vraiment ça pète vraiment, mais je pense que là, si ça pète, ça pètera mais puissance 1000. Parce que les gens, ils ont faim, là. 2005, c'est un moment absolument incroyable. C'est 3 semaines d'émeutes. Le soulèvement populaire des quartiers, comme l'avaient appelé les renseignements généraux. Il faut toujours rappeler que les renseignements généraux, eux-mêmes, avaient vu l'aspect politique de ce mouvement. Et on va avoir les mêmes phénomènes que sur les Gilets jaunes. Ça va être discrédité. On va expliquer que c'est la faute non pas des réseaux sociaux, mais du mimétisme parce qu'il y avait les cartes au journal de 20h et que donc les quartiers, voilà, tout pour enlever l'aspect politique des choses, on va dire, l'aspect social des choses. Ce moment-là, 2005, il est oublié des mémoires. Je ne pense pas que les Gilets jaunes seront oubliés dans 20 ans, mais le risque quand même de l'amnésie, à mon sens, est profond. Alors ce ne sera pas pour les observateurs, les historiens, parce que c'est un mouvement qui est absolument génial. Je veux dire dans le sens où il est extrêmement novateur. Il n'y a pas de leader, il y a quelques figures, mais il n'y a pas de leader. Il s'auto-organise, il arrive avec la possibilité, par les réseaux sociaux, de se former, de s'informer, de s'auto-former. Enfin, voilà, c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Il est de son époque, c'est-à-dire qu'il dit, moi je mets un logo, je mets un gilet jaune, voilà. Enfin, voilà, il est génial. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est évident. Il y aura des tontons et des tatas gilets jaunes qui expliqueront à leurs neveux, à leurs nièces, et ce sera super, ça c'est sûr. Voilà, mais moi je suis très très marqué par le fait que 2005 a été complètement... je veux dire, ça a été chassé du monde politique. Or, la réponse que les gilets jaunes demandaient, elle était politique. Et ça, je pense que le pouvoir politique est tout à fait capable de digérer ça et de nous amener ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire des films. Eh oui.